Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Donc moi je m'appelle Grégoire Pinault, je travaille à Joli Code Paris, il y a un Joli Code Suisse aussi. Je suis contributeur aussi sur Symfony, je ne sais pas si vous faites du Symfony, enfin si vous ne faites pas, bah regardez, c'est assez sympa. Donc première petite question, qui connaît Redis ici? Cool. Pour faire autre chose que du cache. Ok. Souvent, en fait, la plupart des gens, quand on va leur parler de Redis, ils vont penser même cache, à peu près la même chose. Je mets des clés dedans. Et voilà, ça va me permettre d'avoir en gros une zone de stockage sur le réseau, ou même en local, hyper rapide. Mais en fait, ce qui se passe avec Redis, c'est qu'on a plein de data structures qui sont super intéressantes. Et on va essayer de les voir un petit peu aujourd'hui. En gros, de voir un petit peu ce que c'est faire Redis au-delà du simple stockage clé-valeur pour juste faire du cache. Donc Redis, déjà, c'est open source. Ça va être une in-memory data structure. Donc en gros, tout va être stocké en mémoire. Je reviendrai un petit peu après dessus. Et on va avoir plein de types de données différentes. On va les détailler ensemble. On va pouvoir stocker des strings, des hashes, des lists, des sets, des sorted sets, des streams, plein de choses. On va voir ça ensemble. En plus, il va être capable de faire de la réplication sur le réseau. Dans le cas où on va avoir trop de données ou on veut de la haute disponibilité. On va être capable de scripter des queries dans Redis en Lua. Quand on a des choses un petit peu compliquées, on va voir ça aussi ensemble. On va avoir une notion d'éviction en fonction de la dernière, des dernières clés qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, ça pour le cache, on va pouvoir mettre beaucoup de choses dans Redis, et en fonction de ce qu'on utilise, ou de ce qu'on n'utilise pas plutôt, Redis va automatiquement supprimer ce qui n'est pas utilisé pour gagner de la place, pour économiser de la place. On a des notions de transaction aussi. Donc, les stockages Redis, c'est in-memory. En fait, j'ai un tout petit peu menti parce qu'on va avoir différents types de stockage. Par défaut, c'est du in-memory, c'est-à-dire que tout va être dans la RAM. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir dimensionner son Redis sur un serveur où il y a assez de RAM pour mettre assez de données dedans. Mais en plus, on va pouvoir persister les données sur le disque. On a deux types de persistance. La première, c'est qu'en fait, à intervalles réguliers, ou quand on va lui demander, Redis va prendre tout ce qu'il a en mémoire et le copier sur le disque. Donc, si vous avez par exemple 32 Go de RAM avec Redis qui en prend 30, il va prendre vos 30 Go, il va aller les poser sur le disque. Donc ça va prendre un peu de temps. Ça va ralentir Redis au moment où il va aller poser toutes ces informations sur le disque. Donc le but de Redis, c'est que ce soit quand même excessivement rapide. Donc si on va par exemple demander un snapshot toutes les secondes, en fait on va pénaliser Redis toutes les secondes. Donc il y en a une autre alternative, ça va être d'écrire en gros tous les logs d'écriture à Redis dans un fichier. Donc tout ce qui est du get, etc., juste pour récupérer les données, ça, on s'en fiche de toutes ces commandes-là. Mais par contre, toutes les commandes qui vont venir ajouter quelque chose dans Redis, là, on va juste faire du append only dans un fichier. Donc là, c'est super rapide pour Redis. Ça va par contre faire un peu d'IO sur le disque. Mais voilà, il va être capable de tout enregistrer. Et du coup, si Redis crash, il va juste aller rejouer tout ce qu'il avait sauvegardé. Et en plus, on va pouvoir combiner les deux options. C'est-à-dire que par exemple, toutes les nuits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ce qu'il y avait en RAM, on va aller le poser sur le disque. Et au fur et à mesure de la journée, on va aller juste écrire dans un fichier tout ce qui s'est passé pendant la journée. Donc ça va être le truc un peu le plus sécurisant et le plus performant. Avant de rentrer un peu dans Redis, on va parler de la documentation, des intégrations de l'écosystème. La doc, moi je l'adore parce qu'elle ressemble un peu à la doc de PHP. Oui, je fais du PHP, hein. Peut-être pas tout le monde. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que déjà sur la droite, vous allez avoir toutes les commandes qui sont en relation avec la commande sur laquelle vous êtes. Du coup, vous avez un peu un contexte comme ça et c'est assez pratique de se dire, OK, je get une clé, OK, je vais pouvoir faire un set. Puis j'ai plein d'autres commandes, donc on a une découverte un petit peu de l'ensemble des commandes sur lesquelles on est très très rapide. En haut, on a la complexité, je vais revenir juste après dessus. Et après, on a un exemple en bas. Et en fait, le truc qui est cool avec l'exemple, c'est qu'il est interactif. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir faire vraiment poser des questions à un vrai Redis qui est en face. Et du coup, je vais pouvoir tester déjà dès la page d'aide, dès la page de doc, je vais pouvoir tester en gros les commandes Redis. Donc la complexité, qu'est-ce que c'est? La complexité, en fait, ça va être le temps que va prendre un algo. Alors c'est ça peut être en plein de choses, la complexité, mais en général, ça va être en temps CPU ou en RAM que ça va prendre une opération. Donc pour Redis, ça va toujours être en CPU. Et plus la complexité est faible, et mieux c'est. Donc à droite, vous avez différentes complexités. Donc par exemple, une complexité en 1,
Donc si je reviens juste sur la page d'avant, vous avez vu tout en haut, là, on a un truc time complexité O2.1, c'est la notation. O2.1, ça veut dire qu'en gros, la complexité, quel que soit le nombre d'éléments, donc en bas, c'est les éléments que j'ai, donc 1, 2, 10 millions, 100 millions, bah, c'est-à-dire que quel que soit le nombre d'éléments que j'ai dans mon Redis, si je lui demande donne-moi une clé, ce sera toujours en O2.1, c'est-à-dire qu'en gros, c'est instantané. Après, on a des trucs qui sont un tout petit peu plus lents, mais qui sont quand même extrêmement performants. Ça va par exemple être du log de n, du racine carrée de n. Là, on a des complexités qui sont géniales. C'est-à-dire qu'on a beau avoir, je ne sais pas, 100 millions d'éléments, bah, c'est comme si on en avait 10 en fait. Il va juste faire 10 tours de boucle avant de trouver le bon. Complexité n, bon, bah, si j'ai 1 million d'éléments, c'est-à-dire qu'il va falloir que je parcours 1 million d'éléments avant de trouver le bon. Si c'est un algo en complexité O2n. Et là, après, vous voyez, les trucs qui montent comme ça, là, bah, ça, faut éviter. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai pas beaucoup d'éléments, bah, même avec pas beaucoup d'éléments, pour Redis, ça va être extrêmement compliqué. Pour Redis ou autre, hein, la complexité, ça marche pour tout le monde. Donc pour faire simple, O2.1, c'est génial. Si vous voyez des commandes en O2.1, bah, utilisez-les. Si vous voyez des commandes en O, log de n, c'est super rapide, il n'y a pas de problème. O2n, ah, bah, ça dépend. Si on a vraiment énormément de données, il va falloir un peu y réfléchir à deux fois. Si on n'a pas trop de données, ce n'est pas du tout un problème. Tout ce qui est O2n carré, O2n cube, etc., bah, faut oublier, parce que clairement, ça va exploser. Et tout ce qui est encore après, factoriel, exponentiel, faut même pas y penser une seconde. Comment on va parler avec Redis? On peut même l'interroger avec netcat. On va par exemple faire set forum hello world. Donc là, la commande, elle s'appelle set, elle prend une clé, et après, elle va prendre une valeur. Et il va nous dire OK. Ensuite, je vais demander le forum. Il va nous dire OK, ça va être une string, enfin, ça va être quelque chose de longueur 12 qui est retourné. Et hello world. Donc vraiment super simple comme protocole à observer, à comprendre comment ça fonctionne. Et des clients, il y en a dans à peu près tous les langages qui existent. Parce qu'en fait, le client, c'est juste, bah, j'ouvre une connexion TCP, je pose des questions, on me répond, et puis voilà, c'est fini. Sinon, Netcat, c'est pas super pratique. Il y a un CLI quand même officiel quand on va être dans sa ligne dans son terminal. Donc Redis CLI, je mets un host et je vais pouvoir poser des questions. Et en plus, ce qui est assez sympa, c'est que là, vous voyez, par exemple, tout en bas, bah, en fait, j'ai de l'autocomplétion. Je vais mettre del espace et bah, il va me proposer, enfin, il va me dire automatiquement, là, c'est la key, enfin, c'est la clé que je dois saisir. Des clients PHP, il en existe plusieurs. Il y en a deux principaux. On va retrouver PHP Redis, qui est une implémentation en C, en fait. Et donc, ça va venir en tant que module PHP. Et PRedis, qui est une implémentation en PHP. Du coup, bah, moi, je préfère l'implémentation en C que l'implémentation en PHP. Celle en C va forcément plus vite. Et voilà. Mais sinon, en plus, il y a 9 autres implémentations. Pour une fois, c'est rare, il y a plus d'implémentations en PHP qu'en JS. Souvent, en JS, il y a une implémentation par développeur. Là, pour une fois, on en a. Pour une fois, c'est l'inverse. En plus de tout ça, sur le site, sur un bout du site, c'est try.redis.io, bah, vous avez comme ça aussi, comme dans la doc, un Redis qui vous est exposé et où là, vous allez pouvoir poser des questions, jouer, enfin tester Redis sans avoir rien à installer sur votre machine, ou même pour faire les slides, moi, c'est ce que j'ai utilisé, c'est super pratique. Ok. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'était que Redis, on va rentrer un petit peu plus dans les data structures qu'ils nous proposent, ce qui est vraiment intéressant. Donc on a plein de data structures, des keys, des strings, hash, etc. Et en plus, on va avoir plein de commandes qui vont être, qu'on va détailler après, tout ce qui est cluster, connexion, pub/sub, etc. Les data structures. Donc le truc le plus simple, c'est qu'en fait, tout va avoir toujours une clé. En face de cette clé, on va avoir des valeurs. Mais déjà, on va pouvoir manipuler les clés, c'est qu'on va pouvoir dire, bah, donne-moi toutes les clés qui existent, qui sont dans Redis. Donc keys, étoile, et je peux mettre des patterns. Par exemple, j'aurais pu faire keys, conf, étoile. Ça, c'est une bonne pratique quand on va vouloir namespacer ces clés, c'est de les séparer par des 2 points. On aurait pu mettre des underscores, on aurait pu mettre des tirets, on pourrait mettre ce qu'on veut, mais les bonnes pratiques, enfin, ce qui est recommandé par Redis, c'est de séparer ça avec 2 points. Je vais pouvoir vérifier si une clé elle existe. Et en plus, après, quand on continue avec expire, bah là, je vais pouvoir dire, OK, cette clé-là, elle va expirer dans 3 secondes. C'est en secondes, enfin, expire, c'est en secondes. Donc là, il va nous dire, OK, j'ai changé une clé, il y a une clé qui va expirer automatiquement dans 3 secondes. Si je redemande un tout petit peu plus tard, TTL, donc time to leave, combien de temps il reste sur cette clé, bah, il va me dire 2 secondes. Si j'attends ces 2 secondes-là, 5 secondes, 10 secondes, je redemande les clés qu'il y avait par rapport à les clés qu'on a maintenant, bah là on voit qu'il y en a une qui a disparu. AFUB des lions, elle a disparu,
Donc, en fait, Redis a automatiquement purgé, supprimé une clé. C'est pour ça que c'est intéressant en fait, de faire du cache avec Redis, c'est qu'on a cette notion-là. Mais on peut faire plein d'autres choses que du cache. Donc, dans une clé, qu'est-ce qu'on va stocker? Ça dépend. On va pouvoir stocker des strings. Donc là, c'est vraiment le truc classique, même cachd, même chose. Donc, clé, en face, je mets une valeur. Je vais pouvoir mettre des clés, je vais pouvoir récupérer des clés, je vais pouvoir incrémenter quelque chose. Donc, par exemple, si je veux faire un compteur, je vais juste envoyer increment page views. Et lui, il se souvient tout seul, j'étais à 11, je passe à 12, etc. Je vais pouvoir décrémenter, etc. En plus de ça, on va pouvoir travailler avec des champs de bits. Donc en gros, on va pouvoir dire donne-moi la position du bit Intel, est-ce que le bit Intel est à 1 ou à 0. Et ce qui peut être assez pratique, par exemple, quand on va vouloir compter des visiteurs, mais de manière unique. Donc juste savoir que tel visiteur a visité cette page-là une fois dans la journée. Donc ça, il y a des articles, je ne vais pas trop le détailler, il y a plein d'articles sur la doc de Redis qui expliquent de comment faire ça, comment en fait faire un système de tracking, d'analytics pour ces visiteurs. En plus de ça, on a par exemple la capacité de faire des Bloom filters. Bloom filter, en fait, ça va être la capacité à savoir si un élément est dans un ensemble, mais quand on parle avec des volumétries vraiment énormes, plusieurs millions d'utilisateurs. Faire un genre de in-array, savoir est-ce que ça c'est dans un tableau sans avoir à parcourir tout le monde, ça prend. Enfin, si on doit parcourir en gros, est-ce que cet utilisateur-là est dans cette collection de 1 milliard d'éléments, ça va prendre énormément de temps. Il va falloir parcourir ces 1 million-là. Grâce au Bloom filter, on aura une probabilité qui soit dans l'ensemble ou pas dans l'ensemble. La probabilité, en fonction de comment on configure son Bloom filter, on pourra dire, moi je veux un taux d'erreur de 1%, je veux un taux d'erreur de 5%. Forcément, plus le taux d'erreur est bas, plus ça va prendre du temps. Plus le taux d'erreur est haut, plus ce sera rapide. Donc ça, c'est vraiment les cas d'utilisation les plus simples avec les strings. Les hashes. Les hashes, en fait, ça va être un stockage clé, et en face de la clé, je vais avoir un ensemble de clés-valeurs. Donc par exemple, je vais stocker des users, et je vais dire le name, premier user, name Alice, location Paris, playcount 1. Et je vais stocker comme ça différents utilisateurs. Et je vais avoir un peu les mêmes primitifs que sur les strings. Je vais être capable de dire, OK, tu me fais une incrémentation du playcount pour le user 2. Je récupère combien de playcount? Là, je l'avais fait plein de fois, je suppose. Hop, je suis arrivé à 6. Et ensuite, je vais être capable de récupérer tout le user 2, hashgetAll. Je récupère tout mon hash, tout mon set. Là, on pourrait se dire, mais à quoi ça sert en fait de faire ça? Je pourrais très bien stocker du JSON dans Redis de la même façon. Le truc, c'est que si on stocke du JSON, en fait, Redis, il va être obligé de dupliquer toutes les clés. Lui, il ne sait pas qu'il y a un name dans le user 1, un name dans le user 2, il y a un name dans le user 3. Pour lui, en fait, c'est complètement opaque, c'est du JSON, c'est une string, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. L'intérêt de faire ça, c'est que cette clé name-là, il ne va pas la dupliquer. Et du coup, en termes de mémoire, ce sera beaucoup plus bas et du coup, ce sera beaucoup plus performant. En plus de ça, on va avoir des primitives en plus, automatiquement incrémenter le nombre de parties jouées. Et du coup, on va éviter tout ce qui est race concurrence. Parce que qu'est-ce qui se passe? Imaginez que vous avez un joueur qui joue et il a 2 onglets ouverts. Et donc, sur le premier onglet, les deux, ça va se passer en même temps. À un moment, je récupère du JSON, l'autre, il récupère le JSON. Il y en a un qui incrémente le nom, par exemple. L'autre, il change son nom. L'autre, il va incrémenter la partie jouée. Vu qu'on a fait il va y avoir une race concurrence sur les données. Donc, le fait de faire ça, on va être capable de mettre à jour juste un champ dans Redis. Donc, voilà. En gros, ne faites pas du JSON directement dans Redis, utilisez plutôt les hashes. En plus de ça, on va être capable des use cases, on va être capable de stocker des données déstructurées, stocker par exemple de la configuration. Vous avez un site, vous avez par exemple des feature flags. Est-ce que les utilisateurs, ils ont le droit de voir cette partie du site-là? Stockez ça directement là-dedans. Une seule clé, ça va s'appeler config par exemple. Et dans la config, je vais stocker toutes mes clés. Et comme ça, je serai capable de dire oui, non, pour chacune des clés. Les sets. Ça, c'est une data structure que j'adore. En gros, c'est juste un ensemble où toutes les valeurs qui sont à l'intérieur sont uniques. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, je vais prendre une clé members de .afub de .2019, je vais rajouter Alice, je vais re-rajouter Alice. En fait, Alice, elle n'existera qu'une fois. Je rajoute ensuite Bob. Je demande combien il y a d'éléments dans cet ensemble. Il va me dire 2.
parce que j'ai juste Alice et Bob. En plus de ça, je vais être capable de faire plein d'autres opérations dessus. Je vais pouvoir demander combien il y en a dedans, quels sont les membres. Je vais être capable de prendre deux ensembles et de demander la différence entre ces deux ensembles. Je vais être capable de prendre deux ensembles et de les merger ensemble et d'en créer un troisième. Enfin, voilà, je vais être capable de faire tous les travaux qu'on peut faire sur des ensembles. Encore une fois, les use cases là-dessus, ça va être par exemple du tracking d'utilisateur. Je vais avoir un utilisateur qui va se connecter. Vous allez rajouter son nom dans une clé qui correspond à l'ID de la page. Et comme ça, vous allez savoir exactement qui s'est connecté et qui a vu cette page web-là. Et on va être aussi capable, sur des gros volumes, ou des petits volumes, peu importe, mais d'avoir, par exemple, faire de la segmentation. Je vais mettre, par exemple, tous mes utilisateurs dans la base de données et dans différents ensembles. Et du coup, je vais être capable de dire, donne-moi tous les utilisateurs qui ont voyagé le mois dernier depuis Paris avec 3 conducteurs, avec 3 passagers dans la voiture. Je vais être capable, si je mets toutes mes vidéos dans Redis, je vais être capable de dire, donne-moi toutes les vidéos qui ont un tag chat, qui a un tag skateboard et en plus un mot-clé Madrid. Et tout ça de manière extrêmement performante. Les sorted sets. Les sorted sets, c'est à peu près la même chose que les sets, c'est-à-dire que ça va être un ensemble où les éléments n'existent qu'une seule fois. Sauf que là, en plus d'exister qu'une seule fois, on va pouvoir les trier. C'est-à-dire que je vais ajouter Alice qui a 15 points, je vais ajouter Bob qui a 5 points, Carl qui a 12 points, Daisy qui a 4 points. Et ensuite, je vais être capable, par exemple, de dire, OK, maintenant, Daisy, elle vient de jouer, et sauf que maintenant, son nouveau score, c'est 20. Je vais être capable de dire, donne-moi le rang de Daisy, donc celle qui a 20 points, elle a le plus de points, c'est le rang 0. Elle est tout en haut. Donne-moi, par exemple, le rang de Carl, Carl, il est 20e. Ou alors, donne-moi tous les joueurs, par exemple, qui sont entre 20 et 30 points. Donc ça va être super intéressant, par exemple, pour faire des leaderboards quand vous avez des jeux, parce que vous êtes capable, en 2 commandes, comme ça, juste en mettant les données dans Redis, et après, juste en une commande, de dire quelle est ma place. Essayer de faire ça avec MySQL, c'est assez compliqué. Sur des gros volumes. Si vous voulez de la pagination en plus, ça va être encore plus compliqué. Et vous êtes capable de dire, OK, donne-moi les joueurs qui sont autour de ma position. Les 5 personnes au-dessus, les 5 personnes en dessous. Vous êtes capable de donner aussi les 5 meilleurs, les 5 plus nuls. En plus de tout ça, pour faire les leaderboards, on va être capable de créer des index. Imaginez que je vais mettre dans Redis toutes les villes. Je crée juste une clé qui s'appelle City, et dedans, je vais dire, je vais mettre Paris, je ne sais pas, 11 millions d'habitants ou 4 millions, j'en sais rien, et d'autres villes comme ça, vous allez toutes les ajouter. Et après, en une commande, vous allez être capable de dire, OK, donne-moi toutes les villes qui ont plus de tant d'habitants. Donc sur des petites volumétries, on pourrait très bien faire ça avec MySQL, ou Postgre. Hein. Moi, je préfère 1000 fois Postgre, mais en général, les gens ils parlent plus de MySQL, alors du coup, je dis MySQL. Du coup, voilà, vous êtes capable, en gros, sur des énormes volumétries, de poser des questions et de récupérer le résultat de manière très, très, très rapide. Nouvelle data structure, les listes. Donc les listes, en fait, ça va être quelque chose dans lesquels on va insérer les éléments les uns après les autres et on sera capable de les récupérer dans le même ordre. Donc par exemple, je vais insérer, par exemple, dans une timeline sur Twitter, tweet 1, tweet 2, tweet 3, puis après, je vais encore en rajouter, tweet 4, tweet 5. Et là, je vais être capable de faire des trucs intéressants. Je vais être capable de dire, OK, tu me dégages, par exemple, les 2 derniers tweets. Enfin, les 2 premiers, pardon. Et ensuite, je vais dire, donne-moi tous les tweets qu'il y avait. Et du coup, en fait, dans cette liste-là, je vais être capable de la lire dans les 2 sens, c'est-à-dire soit de partir d'un côté, soit de partir de l'autre, et d'incrémenter, décrémenter. Je vais être capable de segmenter cette liste-là, d'accéder à quelque chose à une position particulière. Mais à quoi ça peut servir, toutes ces choses-là? Par exemple, vous avez une timeline sociale. Vous êtes capable d'ajouter énormément d'éléments de manière très rapide. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais quand vous vous connectez sur Twitter et que votre réseau il est un tout petit peu lent, vous voyez qu'en fait, vous avez seulement les 3 derniers tweets des gens que vous suivez qui apparaissent. Et après, vous avez le reste de la timeline qui charge. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire avec Redis. Par défaut, dès qu'il y a quelqu'un qui tweet, qui est dans votre timeline, enfin, que vous suivez, on va venir rajouter ça dans votre timeline. Et puis, à chaque fois qu'on a ajouté quelque chose, on truncate. Enfin, on trim dans le langage Redis. Et on va trimer automatiquement et on va garder seulement les 3 dernières valeurs. Et ça, Redis, pour ça, c'est excellent parce que ça va hyper vite. Donc voilà, timeline sociale, garder les derniers éléments. Ou aussi, on peut faire un système de queue passive.
C'est un peu la queue du pauvre, où on va insérer des éléments dedans, puis il y a quelqu'un de l'autre côté qui va les récupérer dans l'ordre. J'en parle pas trop de ça, parce qu'il y a des outils déjà dans Redis qui sont beaucoup plus intéressants pour faire ça, et même en dehors de Redis, comme RabbitMQ, qui vont être encore mieux pour faire des systèmes de queue ou de l'asynchrone. Des données géographiques, donc là, de manière assez simple, je vais rajouter des villes avec des coordonnées longitude, latitude, et après je vais être capable de lui poser des questions. Quel est l'élément le plus proche? Enfin, quels sont les éléments les plus proches? Quels sont les éléments qui sont dans cette zone-là? Quelles sont les distances entre ces deux éléments-là? Donc ça, il n'y a rien de très compliqué, mais quand on manipule beaucoup de données, c'est assez pratique. Moi, ça, par exemple, je n'ai jamais utilisé parce qu'en général, sur nos applicatifs, on a Elasticsearch et du coup, on fait tout avec Elasticsearch, mais il peut arriver sur certains sites où on ne va pas avoir de S. Et du coup, ça peut être assez pratique d'aller insérer toutes les données et ensuite aller interroger Redis là-dessus. Hyperlog. Donc ça, on va vraiment parler de volumétrie énorme. Quand je dis énorme, c'est on est au-dessus de, je sais pas, 100 millions d'éléments, enfin on est même au-dessus d'1 milliard d'éléments. Je veux savoir en gros quelle est la cardinalité, combien il y a d'éléments dans mon ensemble. Ça, c'est très compliqué parce que il va falloir que je compte tout le monde dedans. Et compter tout le monde, si j'ai 1 milliard, 100 milliards d'éléments, ça va vraiment être lent. Et du coup, Hyperlog, en fait, c'est un algo qui permet d'estimer de manière assez précise combien d'éléments je vais retrouver dans mon ensemble. Donc là, l'exemple, il est ridicule parce que j'ai juste 9 éléments. Donc là, il n'y aurait aucun intérêt. Mais ça, il faut vraiment l'utiliser quand on a énormément de données. Donc voilà pour la première partie sur tout ce qui est data structure. Et maintenant, on va passer aux commandes. Un peu soif. Donc pour les commandes, on va retrouver tout ce qui va servir à faire de la réplication. Donc par défaut, on a un Redis, un seul serveur. Enfin, il n'a pas besoin d'avoir plusieurs serveurs pour fonctionner. Juste un serveur, ça fonctionne. Mais à des moments, on va avoir différentes problématiques. Soit on va avoir trop de données. Comment je fais pour gérer ce problème? Si par exemple le dataset ne se tient pas en RAM, on va pouvoir utiliser Redis Cluster. Donc ça va monter un cluster Redis. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sharder automatiquement les clés. C'est-à-dire que, je dirais une bêtise, mais toutes les clés qui commencent par A, ce sera sur le premier serveur. Toutes les clés qui commencent par B seront sur le deuxième, etc. Donc en fait, il va juste aller stocker les données un petit peu partout. Donc ça, c'est quand on va avoir trop de données. Il y a d'autres choses, c'est qu'à des moments, par exemple, je veux que mon Redis il soit hautement disponible. C'est-à-dire que si je veux être sûr que si mon Redis tombe, mon site ne tombe pas derrière. Donc je vais avoir besoin d'avoir 2 ou 3 Redis pour m'assurer cette haute disponibilité-là. Et donc là, on va pouvoir utiliser Redis Sentinel. Donc là, c'est pareil, c'est Redis qui va aller s'occuper d'aller répliquer les clés du premier Redis dans le deuxième et du deuxième dans le troisième, etc. Donc ça, c'est plus de l'Ops, c'est plus pour s'assurer que tout fonctionne bien. Une autre commande qui existe, ça va être le pub/sub. Pub/sub, ça veut dire publication, souscription. Donc en gros, il y a quelqu'un qui va venir aller écrire dans un channel et une autre personne qui va aller lire depuis ce channel-là. C'est pas mal pour faire de la synchrone, mais il n'y a pas de notion d'acquittement de message. C'est-à-dire que par exemple, si je suis sur un site e-commerce, je dois générer une facture en PDF et l'envoyer par mail, donc je vais envoyer un message dans un channel de publication, mais derrière, si jamais le subscriber il a un problème, il n'arrive pas à envoyer le mail, il plante, le message sera perdu. Sur de la facturation, on n'aime pas trop ça. Du coup, moi, vu qu'il n'y a pas d'équipement de message, j'aime pas trop ça. Il y a des cas où c'est légitime. Par exemple, on fait, je ne sais pas, un système de jeu vidéo et si on perd 2-3 frames, c'est pas grave. Si la position, elle n'est pas à la milliseconde près, mais de toute façon, ce sera rattrapé plus tard, c'est pas très grave. Mais comme j'utilise beaucoup RabbitMQ aussi, voilà, je préfère utiliser RabbitMQ pour faire du pub/sub que utiliser Redis pour ça. Chaque outil est bien à sa place et tout le monde est content. Par contre, voilà, comme je disais, si jamais on peut se permettre de perdre des messages, c'est très bien. Dans Redis, depuis la version 4, je crois, il y a une nouvelle data structure que je n'ai pas détaillée parce qu'elle est un peu plus complexe, qui s'appelle les streams. Et dans les streams, on peut avoir cette notion d'acquittement de messages
On a même des notions de worker, de routage de messages, un peu à la Kafka. Mais c'est très différent de Kafka, mais un peu comme. Pipeline, ça va permettre d'exécuter plein de commandes à la suite. Imaginez que vous devez envoyer une valeur, lire une valeur, mettre à jour 4 valeurs, bah, ça va vous faire plein de commandes, donc plein d'allers-retours à chaque fois. Si le Redis il est en local, ce n'est pas du tout un problème, parce que ça va extrêmement vite. Par contre, si votre Redis il n'est pas sur votre même serveur, bah là, c'est-à-dire que vous tapez un aller-retour à chaque fois. Donc, l'exemple du pipelining, en fait, ça va être le principe d'envoyer plein de commandes les unes à la suite des autres en un coup. Mais on va voir qu'on peut faire mieux. On a des transactions dans Redis, donc ça va être vraiment comme en SQL. Je démarre une transaction, je récupère une valeur, j'en mets à jour une autre, j'en mets à jour 3 autres, et je vais committer ma transaction, la rollbacker. Mais on va voir qu'on peut faire mieux. On peut faire du scripting. Moi, j'adore ça. En fait, ça va permettre de faire du Lua directement dans Redis. Et ce qu'il faut savoir avec le scripting, bah, c'est qu'une fois qu'on est à l'intérieur d'un script Lua, on peut exécuter absolument toutes les commandes qui sont exposées par Redis. Du coup, en fait, ça nous permet quoi? Ça nous permet de chaîner les commandes automatiquement, parce qu'au lieu de faire plein d'appels, je fais tout dans le script Lua. Ça va éviter tous les allers-retours avec le client. Et en plus de ça, petit bonus, c'est que l'exécution d'un script, il est atomique. Donc du coup, j'ai une transaction par défaut. Ça peut faire peur, mais en fait, pas du tout. Lua, c'est un langage qui est vraiment simple. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais si vous n'en avez jamais vu, je pense que ce code-là, peut-être à part $argv qui peut peut-être paraître bizarre, mais le reste, on comprend. Donc $argv, ça veut juste dire count de argv, donc combien il y a d'éléments dans argv. Voilà, après, je vais pouvoir faire par exemple des redis.call hset. Donc keys 1, ça c'est les clés que j'ai données à mon script Lua. Et j'aime pas value, non j'en ai pas. Mais voilà, je vais pouvoir donner, quand j'exécute mon script Lua, je vais pouvoir lui donner des clés et des valeurs. Et bien entendu, là j'en ai pas, mais je peux avoir un return tout en bas qui va me renvoyer différentes informations. Donc c'est aussi simple que ça. Moi dans mon projet, j'ai une classe qui s'appelle RedisStore. Et en fait, comment ça fonctionne? Je vais stocker en gros tous mes scripts Lua. Donc c'est pratique, j'ai ma petite coloration syntaxique, j'ai l'inter qui va bien. Et donc la partie d'en bas, donc je récupère mon script, je le charge dans Redis. Si jamais j'ai un false, donc si jamais Redis me dit non, il y a eu un problème, ça veut dire qu'en gros le script n'est pas valide. Donc on envoie une exception et puis on a le message qui va bien en disant link 12 ça va pas. Et après, comment je l'utilise? J'ai juste à récupérer le script et puis l'évaluer. Et donc pour l'évaluer, vous voyez en fait, il y a un arrêt merge là. Ouais. En gros, c'est juste, je vais lui donner toutes les clés et toutes les valeurs. Et je vais lui dire combien il y a de clés. Et du coup, c'est comme ça qu'il va un peu délimiter le truc. Donc moi, ça fait pas mal de temps que je fais ça. J'ai jamais eu de problème. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est extrêmement rapide. Donc si on veut un vrai use case avec Redis, juste un truc tout simple, un petit benchmark. En fait, moi j'ai beaucoup utilisé Redis pour un crawler, on va voir ça juste après. Mais en gros, l'idée c'est que je vais crawler Internet et il y a des URL que j'ai déjà vues, d'autres que je n'ai pas vues. Et je veux savoir en gros est-ce que l'URL je l'ai déjà vu ou je ne l'ai pas vu. Donc si je faisais ça bêtement en PHP, donc j'ai des URL, tout en haut, j'initialise, donc je vais créer combien 100 000 URL, donc je mets 100 000 URL dans un tableau, et ensuite, je vais juste faire un bench, je vais itérer 10 000 fois dessus, histoire d'avoir des valeurs un peu stables, et je vais regarder en gros ce que ma valeur, elle est déjà dans le tableau, si elle ne l'est pas, je vais l'ajouter. Donc ça, c'est en PHP, la première partie, et la deuxième partie avec Redis, qu'est-ce que je fais? Je prends mes 100 000 URL, je les envoie dans Redis, et ensuite, S, c'est set, vous vous souvenez, la data structure, c'est-à-dire que ça peut être qu'une seule fois dedans. Donc set sadd, donc j'ajoute toutes mes URL. Et ensuite, je vais demander est-ce que c'est dans Redis? Est-ce que cette URL-là, elle est dans Redis? Non, elle n'est pas dans Redis. Ok, je peux l'ajouter. Là, déjà, il y a un truc qui est bête dans ce que je viens de faire. Je ne sais pas si vous l'avez noté. C'est que cette ligne-là, elle sert strictement à rien. D'accord? Parce que là, je vais aller demander à Redis est-ce que c'est dedans? Puis lui, de toute façon, qu'il me dise oui ou non. Même si j'essaye de l'ajouter, vu que c'est ce que sait faire Redis, c'est que dans tous les cas, lui, il va nous garantir le fait qu'il n'y ait qu'une seule fois la valeur dans ce set-là.
Mais c'est juste histoire d'être, comment on dit, fair en français, d'être juste avec PHP pour avoir exactement le même code. Donc quand on regarde ça, il ne faut pas oublier qu'il y en a un, ça va être seulement local, c'est-à-dire que ça va être dans PHP, et l'autre, on va quand même parler avec un serveur qui est à l'extérieur de PHP. Donc si on regarde les résultats, ça prend 3 secondes 6 en PHP, ça prend 0,4 secondes en utilisant Redis, et si j'enlève le isMember là, qui sert strictement à rien, ben on tombe à 0,37 secondes. Donc, conclusion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à avoir pas mal de données, donc 100 000 URL par exemple, bah, ça va tellement plus vite de prendre mes 100 000 URL, de les envoyer dans Redis, de poser des questions, de récupérer la donnée, plutôt que de tout faire en PHP. C'est assez fou quand même, je trouve. Et du coup, par exemple, moi, ce que je fais dans le crawler, c'est qu'en fait, je vais avoir différents trucs. Je vais avoir les URL que je vais pouvoir crawler, je vais avoir les URL qui sont en train de tourner, les URL que j'ai déjà crawlés, je vais avoir un truc TMPXX. Donc en gros, dès que je vais avoir découvert une nouvelle page, bah, sur cette nouvelle page, je vais avoir 1, 10, 1000 URL. Et du coup, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais extraire tous les liens. Je vais tous les ajouter dans TMP. Je vais faire un diff entre ce qu'il y a dans TMP et ce qu'il y a dans Crawlable, donc ce que potentiellement je vais devoir crawler. En plus de ça, on a une limite, c'est que quand on fait un crawl, bah, l'utilisateur il peut dire « Ok, j'autorise seulement à crawler 10 000 URL ou 100 000 URL ou 1 million d'URL. » Et ensuite, toutes ces URL, donc je limite, enfin je capte ce truc-là, et enfin, toutes ces URL, je les remets dans Crawlable et je les retourne à PHP. Et donc toutes ces étapes-là, de 2 à 6, elles sont dans l'UA. C'est atomique et c'est extrêmement rapide. Quand je dis extrêmement rapide, là, c'est par exemple le crawler qui tourne, donc il fait plein de choses. Hein. Il fait des requêtes HTTP, il analyse le DOM, il parse le DOM, etc. Et enfin, c'est tout en haut, current hops par seconde, bah, ça tourne à 5600 requêtes sur Redis par seconde. Donc ça, c'est juste PHP, un worker PHP qui pose 5600 questions ou commandes, enfin, il fait des trucs avec Redis, 5600 requêtes secondes. C'est juste hallucinant. Ce petit truc-là s'appelle RedisMin, c'est vraiment pratique, c'est gratuit en dev, on peut l'installer en prod aussi, mais dès qu'on va avoir plus de serveurs et dès qu'on va vouloir avoir un peu d'historique, il va falloir payer. Mais en dev, c'est vraiment super pratique et vous voyez en bas, bah, on voit du coup toutes les data structures qu'on peut utiliser, toutes les commandes qu'on peut faire en fait. Donc super pratique pour voir un petit peu comment son Redis fonctionne. Donc voilà, j'ai fait le tour de Redis. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et merci de votre attention, déjà. Vous n'avez pas de questions? Hyperlog-log? Bah, c'est juste quand tu as énorme, enfin, juste compter combien tu as de données dans un ensemble. Moi, j'ai jamais utilisé. Mais ça va vraiment être, je sais pas, par exemple, tu vas vouloir compter combien, t'imagines LinkedIn qui va stocker toutes ses offres d'emploi et tu vas vouloir dire combien il y a d'offres d'emploi sur PHP. Et le truc, c'est que, je sais pas, ils ont peut-être 1 milliard de documents, donc s'il va falloir que tu fasses, enfin, que tu comptes, enfin, que tu parcours tout le monde pour savoir combien. Donc l'idée, en fait, c'est d'aller mettre tes documents dans plein d'hyperlog différents, et après, à interroger, ça va hyper vite. Bah, merci.